Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier et nous sommes le mardi 6 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance, même lorsqu'elle tourne au vinaigre. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Hanjin 144 Titanic par le fond. Je m'explique. Hanjin, c'est le plus gros armateur coréen, le 7e armateur au monde. Alors derrière c'est vrai Müller-Maersk ou CMA CGM, mais c'est quand même le premier armateur coréen, celui qui transporte notamment tout l'électroménager LG, les smartphones Samsung. Et cette faillite signifie quoi ? Eh bien, que toute la flotte de Hanjin est aujourd'hui immobilisée, soit dans les ports, soit eh bien, maintenant fait des ronds dans l'eau en attendant de savoir où aborder pour que les cargaisons soient saisies, car Hanjin, en faisant faillite, évidemment, eh bien, va devoir mobiliser des sommes pour rembourser ses fournisseurs, ses créanciers. Et là, il va falloir qu'elle en mobilise beaucoup parce qu'Hanjin a accumulé une dette de 5 milliards de dollars. Le tonnage de la flotte d'Hanjin, puisque ce sont ce qu'on appelle des vraquiers, des porte-conteneurs, eh bien, équivaut effectivement à 144 Titanic, puisque certains vraquiers aujourd'hui font 5-6 fois le tirant d'eau et le tonnage du Titanic, notamment la dernière génération, qui transporte entre 10 et 12 000 conteneurs. Alors si jamais vous êtes allé dans un port et que vous avez déjà vu des porte-conteneurs qui transportent entre 1500 et 2000 conteneurs, ça fait déjà une belle bête. Alors imaginez ces géants des mers à 10 ou 12 000 conteneurs. Eh bien, certains d'entre eux aujourd'hui sont immobilisés, leur cargaison saisie. Ça risque de provoquer un ralentissement de l'économie mondiale, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui attendent des pièces en provenance de Corée, eh bien, pour assembler des voitures, des objets électroniques, etc. Donc ce n'est absolument pas neutre. Et comme ce n'est pas neutre, eh bien, on n'en parle évidemment absolument pas dans les médias. Alors qu'est-ce que ça signifie aussi cette faillite ? Alors oui, il y a des surcapacités de transport aujourd'hui, elles sont manifestes. L'effondrement des tarifs Baltic Dry Index signifie qu'effectivement bien, les armateurs se font une concurrence effrénée pour tenter de capter de la clientèle et d'assurer le remboursement de leurs navires. Mais ce n'est pas que ça, c'est qu'on a à la fois une augmentation de l'offre de mètres cubes transportés et on a une diminution du nombre de mètres cubes à transportés. Il y a depuis 2011 une contraction des quantités de marchandises transportées dans le monde qui s'accélère. Et elle s'accélère naturellement depuis 2014-2015 et l'effondrement du prix du pétrole, puisque ça a carrément stoppé les achats des grands pays producteurs qui ont vu leurs recettes et donc leur pouvoir d'achat diminuer de moitié en 6 mois. Donc, commerce mondial qui ralentit, on le voit même en Inde où le PIB est passé de plus 7,9 à plus 7,10 au deuxième trimestre. On a la Suisse ce matin, tiens, on vient d'avoir son PIB, eh bien il est revu à la baisse de 0,8 à 0,6 et il y a un an, jour pour jour, il était à plus 2%. La Suisse n'est pourtant pas réputée pour commettre des folies fiscales ou de mauvais investissements qui, du jour au lendemain, pourraient couler son commerce extérieur. Donc il y a bien un ralentissement. Et pourtant, depuis vendredi, on a de plus en plus de stratèges qui nous expliquent que la Fed pourrait monter ses taux le 21 septembre prochain. Alors vendredi dernier, il n'y avait que John Hatshwitz, le stratège en chef de Goldman Sachs, alors peut-être qu'il est très écouté, de Janet Yellen ou du vice-président de la Fed Stanley Fischer, mais enfin, on peut quand même pas penser que Goldman Sachs peut imposer une hausse de taux qui n'aurait aucun sens économique. Et puis maintenant, eh bien, on a également l'économiste de BNP Paribas qui pense que c'est possible. Il y a Barclays qui se dit que bon, ça sera certainement en décembre, mais qu'on ne peut pas complètement exclure que ça soit au mois de septembre. Et puis vous avez une grande banque danoise qui se met à acheter de la volatilité.
Alors acheter de la volatilité aujourd'hui, alors qu'elle est complètement écrasée de façon délibérée, systématique par les banques, c'est vraiment un pari idiot vu le contexte. Mais par contre, ça fait du sens si effectivement la Fed remonte ses taux, alors que beaucoup d'économistes pensent que ça ne sera pas le cas. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait provoqué l'envolée du CAC vendredi. À la lecture des chiffres de l'emploi américain, on s'est dit, c'est plié, pas de hausse de taux en septembre et même pas probablement au mois de décembre. Alors si la Fed agit, ça signifie quoi ? Bien que c'est un geste politique, c'est pas un geste économique. Les signaux de ralentissement se multiplient également aux États-Unis, donc il n'y a aucune raison aujourd'hui d'agir si on ne l'avait pas fait en mars dernier, et à plus forte raison à l'automne 2015, puisqu'on avait repoussé la hausse des taux, rappelez-vous, jusqu'à décembre. Donc plus le temps passe, moins les conditions se prêtent à une hausse de taux. Alors si la Fed agit, c'est qu'elle poursuit d'autres buts, d'autres objectifs, comme par exemple de reconstituer les marges des banques, de rendre l'épargne longue peut-être plus rémunératrice. En Allemagne, vous le savez, aujourd'hui quand vous épargnez, vous perdez de l'argent. C'est une situation qui ne peut probablement pas durer. Pour l'instant, l'avion économique vole sur le dos. Il faut peut-être le remettre un jour ou l'autre dans le sens normal. Mais si la Fed monte ses taux, ça sera effectivement une surprise. Et si elle explique que c'est parce qu'elle voit que tous les voyants économiques passent au vert, vous comprenez bien évidemment que ça ne sera que du baratin. Et les marchés le prendront très mal. C'est probablement pour se couvrir contre des risques de mauvaises surprises, qui sont nombreux, que les opérateurs, même dans un marché sans volatilité, continuent de prendre des positions dites vendeuses. Non, ce sont surtout des couvertures. Et ce qu'on a peut-être vu vendredi dernier, ce que je vous ai expliqué, mais ce qui explique très bien également des gens comme Jean-Louis Cussac, Giovanni Filippo, c'est que vous avez une accumulation de petites positions vendeuses, et puis à un moment, on déclenche les algos, on prend tout le monde à contre-pied, et là, on ramasse la mise. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On plume tout simplement tous ceux qui avaient constitué des positions de couverture. Et puis une fois que c'est fait, le marché il ne va plus nulle part puisqu'il n'y a pas d'acheteurs et évidemment il n'y a plus de vendeurs. Bref, on monte une marche d'escalier, mais on est monté dans le vide et sur du vide sans aucun motif réel. Alors on peut continuer comme ça encore longtemps s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, mais si jamais la Fed monte ses taux fin septembre, ça sera évidemment la douche froide pour les marchés. Et la conjoncture mondiale, c'est pas comme les marchés. On peut pas s'amuser à dire tiens, ce qui valait 4005 aujourd'hui, demain ça vaudra 5000. Quand il n'y a plus de marchandises à transporter, un armateur comme Tianjin fait faillite et derrière c'est une cascade de conséquences que l'on n'a pas encore mesurées, que l'on n'a pas encore prises en compte dans les marchés, mais rassurez-vous, ça va venir.